Il y a peut-être un problème, vous m'écoutez. Bon, là, j'ai repris la démonstration pour que vous voyez quand même d'où il y a cette équation de Michaelis-Menten. Donc, vous m'aviez dit que vous l'avez faite, donc ce n'est pas la peine de trop tarder là-dessus. Voilà, l'équation de Michaelis-Menten, je veux tout simplement que vous vous rappelez que c'est une équation qui n'est valable. Je vous ai parlé des deux, bien sûr, des hypothèses de Michaelis-Menten et je vous ai parlé des hypothèses de Brix et Haldane. Et nous avons vu que la différence entre les deux, c'est que tout simplement, l'équation originale de Michaelis-Menten donne un Ks et pas un Km, mais l'équation originale de Michaelis-Menten, c'est V égale V max S sur S plus Ks. D'accord? Et ce Ks-là, c'est exactement la constante de dissociation. C'est le K-1 sur le K1. D'accord? C'est la vraie constante de dissociation. Parce que maintenant, nous avons opté pour l'opter, en fait, l'approximation de Brix et Haldane. Et au niveau de l'approximation de Brix et Haldane, nous avons nous avons montré que le Km, c'est ça, c'est le K-1 plus K2 sur K1. Je vous ai expliqué que généralement, la constante de vitesse de critique, c'est l'étape qui est la plus lente. D'accord? C'est l'étape qui est la plus lente. Et de ce fait, c'est pratiquement cette étape qui régit la réaction. D'accord? Donc, comme c'est l'étape la plus lente, donc elle a une constante de K-1. La dissociation du complexe ES sous forme de E et de S est très rapide, comme son association d'ailleurs, ce qui fait le K-1 est très supérieur par rapport au K2, c'est-à-dire à la constante de vitesse catalytique ou la constante catalytique. De ce fait, on peut négliger le K2, on le néglige, et ça nous fait que le Km, on peut tout simplement l'associer au K-1 sur K1, et c'est pour ça qu'on parle de la constante de dissociation, c'est-à-dire l'inverse de la constante d'association ou l'inverse de l'affinité, et c'est pour ça qu'on peut se permettre de dire que le Km nous renseigne sur l'affinité de l'enzyme parce qu'il est inversement proportionnel ou c'est inversement égal ou si vous voulez, à l'inverse de la constante d'association, à l'inverse de excusez-moi, à la constante d'association. Si je dis inversement au début, je ne dois pas la redire. Donc, à la constante d'association ou la constante d'affinité. Voilà. Donc, le Km, ou la constante de Michaelis, c'est toujours, ou l'équation de Michaelis n'est valable que si vous respectez les approximations. Nous sommes toujours en début de réaction. La concentration de substrat est en excès, ce qui va nous permettre de négliger le retour, c'est-à-dire la constante de vitesse de la dissociation du complexe EP, d'accord, ou le retour du produit vers le complexe ES, d'accord, c'est-à-dire la réaction en retour, nous devons la négliger pour qu'on puisse travailler avec l'équation de Michaelis. D'accord? Donc, toujours le substrat en excès, on néglige la réaction en retour. Voilà, et c'est dans ces conditions que l'équation de Michaelis est valable. Voilà, la représentation graphique de l'équation de Michaelis-Menten, c'est une hyperbole équilatère, comme vous pouvez le constater. Voilà. Elle pratiquement finit par une asymptote. Regardez. Voilà, et cette asymptote représente la vitesse maximale. Donc, je vous ai expliqué hier que c'est à ce niveau-là où vous pouvez dire que l'enzyme est saturée. C'est tout à fait normal parce que nous avons une saturation en substrat. Donc, c'est là où vous avez en quelque sorte la phase stationnaire où la concentration du complexe ES est stationnaire, c'est-à-dire qu'il y a autant de ES qui se forment que de ES qui se déforment et vous allez avoir un équilibre ou un état stationnaire dynamique qui caractérise la phase stationnaire de la réaction enzymatique. Par contre, au début de phase, c'est tout simplement la saturation de l'enzyme par le substrat au fur et à mesure que vous augmentez la concentration en substrat. Vous savez bien que, bien sûr, la courbe tend vers une vitesse maximale et la vitesse maximale, voilà, qui représente la saturation de l'enzyme ou la vitesse pendant la saturation de l'enzyme, va nous permettre de nous donner
voilà, la constante de Michaelis. La constante de Michaelis, c'est exactement, je le dis et je le rappelle, parce que maintenant que vous avez déjà fait l'enzymologie, vous me sortez toujours que la constante de Michaelis, c'est la vitesse maximale sur 2. Et quand vous l'avez dans les exercices, vous ne faites que diviser la vitesse maximale sur 2. J'insiste là-dessus, s'il vous plaît. D'accord? La constante de Michaelis, elle a la dimension, voilà, d'une concentration en substrat. Son unité, c'est des molaires. D'accord? La constante de Michaelis, c'est une concentration de substrat qui donne la moitié de la vitesse maximale et non la vitesse maximale. On va parler un peu là-dessus. Si on revient à la constante de Michaelis, je dis, voilà, j'ai anticipé ça, voilà, à savoir que la constante de Michaelis n'est l'équivalent de la constante de dissociation que quand la constante de vitesse catalytique est très faible devant la dissociation du complexe ES sous forme d'enzymes et de substrat. Maintenant, c'est quelque chose qui est acquis, d'accord? Je vous l'explique ici, vous pouvez le relire, il n'y a aucun problème. Donc, je vous mets ici que la constante de Michaelis, maintenant, c'est un cas particulier du modèle de Briggs et Haldane, tout simplement parce que la constante, en fait, sur le modèle de Michaelis, il va travailler sur l'approximation du quasi-équilibre ou du pré-équilibre, alors que Briggs et Haldane, qui nous donne la nouvelle principe équation de Michaelis avec un Km, donc le Briggs et Haldane, l'approximation de l'état stationnaire. J'insiste là-dessus parce que je vais utiliser ça pour les enzymes à deux substrats. Voilà, l'affinité, nous avons expliqué, donc de l'enzyme inversement proportionnelle à la constante de Michaelis. Voilà, ça c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Vous pouvez le démontrer facilement sur une équation de Michaelis. Voilà, l'équation de Michaelis, c'est V est égal à V max S. Voilà, plus Kn sur Kn plus S. Donc, normalement, pour la concentration de S, regardez, quand vous avez la concentration de S est égale à Km, vous allez avoir la vitesse maximale, d'accord? Donc, regardez maintenant qu'est-ce que je fais ici, c'est je remplace le Km par une concentration de substrat. C'est pour vraiment vous préciser que la constante de Michaelis, c'est une concentration de substrat et non pas une vitesse. Donc, dans l'équation de Michaelis, je remplace le Km par une concentration de substrat. Parce que le Km, c'est la concentration du substrat qui donne la moitié de la vitesse maximale. Donc, quand je la remplace par la concentration de substrat, regardez, V, ça va être V max sur 2 parce que vous allez avoir S plus S, c'est 2S. Et vous pouvez simplifier par S. Vous allez avoir la vitesse va être égale à la vitesse maximale sur 2. Voilà. Donc, la constante de Michaelis. Voilà. Regardez, je mets une flèche et pas une égalité, s'il vous plaît. J'insiste beaucoup là-dessus. Voilà la constante de Michaelis, voilà, c'est la concentration de substrat qui donne la moitié de la vitesse maximale. Donc la constante de Michaelis, on insiste là-dessus parce que c'est la constante qui est la plus utilisée, pratiquement la plus utilisée des constantes en enzymologie par rapport à la constante de vitesse catalytique ou autre. Hein. Voilà, la vitesse maximale maintenant nous l'avons expliqué par différentes manières. Je crois que même ceux qui n'ont jamais fait d'enzymologie, ceux ou celles, ont dû bien sûr assimiler, je l'espère bien pour vous tous. La vitesse maximale, c'est tout simplement les conditions de la vitesse maximale, c'est l'excès de substrat, c'est la saturation de l'enzyme, c'est l'état stationnaire du parcours ou du cycle enzymatique, c'est-à-dire l'enzyme travaille en régime de croisière et elle est à sa vitesse maximale, tout simplement. Donc, la vitesse maximale, les conditions de vitesse maximale, c'est la saturation d'enzyme. Nous sommes maintenant d'accord. Expérimentalement, bien sûr, on la réalise quand on met un substrat en excès. Voilà, et c'est tout simplement, on peut la récolter au niveau de la branche, au niveau de la symptote, en quelque sorte, de la branche hyperbolique. Voilà, la constante de vitesse catalytique, je ne sais pas si vous l'avez fait l'an dernier. Bon, généralement, on ne la traite pas au deux. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, parce qu'actuellement, c'est une des constantes qui est la plus utilisée, mais plus utilisée d'ailleurs que la constante de Michaelis et parce que vous allez comprendre par la suite, c'est elle qui va évaluer pratiquement la fréquence en quelque sorte à laquelle l'enzyme accomplit l'axe catalytique et donc elle renseigne mieux bien sûr que la vitesse maximale. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc la constante de vitesse catalytique, quand on a envie de comparer les activités catalytiques, voilà, on peut les comparer par des constantes de vitesse catalytique entre les enzymes différentes, d'accord, ou des solutions d'enzymes différentes. Je vais vous reprendre ça avec vous dans le TD pour vous expliquer, parce que même quand vous allez travailler, je vois que les étudiants font ça même
dans les laboratoires, voilà, quand j'ai une solution enzymatique, deux solutions enzymatiques différentes, d'accord, et je vais faire la cinétique, je récolte la vitesse maximale et l'étudiant commence à comparer des vitesses maximales pour deux solutions enzymatiques. On ne peut pas tirer des conclusions, d'accord, de l'activité catalytique par rapport à la vitesse maximale parce que les solutions sont différentes, elles peuvent contenir des concentrations différentes d'enzymes. Et ça, c'est très important à le savoir, d'accord? Parce que quand il y a des concentrations différentes d'enzymes, vous allez avoir des vitesses maximales différentes. Et donc, vous ne pouvez pas comparer les enzymes. Ça, c'est très important. Vous ne pouvez comparer les activités catalytiques des enzymes quand vous allez utiliser l'outil de la constante de vitesse catalytique parce qu'elle ramène l'activité par tout simplement mol d'enzyme. D'accord? Et donc, nous sommes sûrs que c'est la même quantité d'enzymes qui a donné cette activité catalytique. Voilà, donc la constante de vitesse catalytique, c'est tout simplement la constante de vitesse de l'axe catalytique, c'est-à-dire le passage du complexe ES vers le E plus P. D'accord, c'est la constante de vitesse catalytique. Et qu'est-ce qu'elle est la dimension? Et ça, c'est important à savoir. J'aurais dû mettre ça en gras. Donc, c'est seconde moins 1 parce que la vitesse maximale, voilà, c'est la transformation ou la concentration, en fait, le nombre de moles de substrat produit par unité de temps, d'accord? La constante de vitesse catalytique, c'est beaucoup plus précis parce que c'est le nombre de moles de substrat transformés par unité de temps, si vous voulez la seconde, par mol, voilà, d'enzyme. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça, elle a une unité de seconde moins 1 ou la dimension de la seconde moins 1 parce que c'est une fréquence. C'est l'axe catalytique, mais je ramène, faites attention la dernière fois, nous avons parlé de l'unité internationale, d'accord? C'est-à-dire c'est le nombre de micromoles de substrat transformés par minute. Nous avons parlé du catal, c'est le nombre tout simplement de moles de substrat transformés par mol, excusez-moi, par seconde. Donc là, c'est toujours par unité de temps. Encore mieux quand je vais parler de l'activité spécifique parce que là, je vais ramener par quantité d'enzymes. C'est plus précis. Si j'ai envie d'avoir des comparaisons et si j'ai envie d'apprécier la pureté de ma solution, donc je la ramène par milligramme de protéines enzymatiques, mais elle reste encore donc pas précise dans le sens où quand je vais ramener par unité ou par milligramme de protéines, si ma solution enzymatique n'est pas purifiée, il va y avoir ma protéine enzymatique et d'autres protéines. Donc, je ne peux pas vraiment, encore une fois, comparer. Je ne peux que suivre la pureté de ma solution, c'est-à-dire par rapport à une enzyme ou la préparation d'une solution enzymatique donnée par différents stades de purification. Par contre, je ne peux pas comparer, voilà, sur une activité spécifique, voilà, le pouvoir catalytique de différentes enzymes ou de différentes solutions enzymatiques. Parce que le milligramme de protéines rend compte de la quantité de protéines qui m'a donné cette activité, mais ne rend pas compte de la quantité d'enzymes précisément. Cela, je passe à l'activité molaire ou l'activité moléculaire spécifique qui est ramenée par mol d'enzyme ou molécule d'enzyme. Et c'est ce qu'on appelle la constante de vitesse catalytique. Donc, la constante de vitesse catalytique, voilà, elle va rendre compte, voilà, de la fréquence à laquelle une mole ou une molécule d'enzyme accomplit l'axe catalytique. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Maintenant, je passe à une autre constante qui a également donc une importance capitale, d'accord, pour caractériser une enzyme. Voilà, parce que jusqu'à présent, on vous a parlé de la constante de Michaelis, d'accord. Donc, la constante de Michaelis, elle va rendre compte de l'affinité, d'accord, c'est-à-dire l'efficacité de l'orientation, du site d'orientation, en quelque sorte, l'efficacité de la fixation, vous comprenez, de la fixation du substrat au niveau du site actif de l'enzyme. C'est ça ce qu'elle me donne, la constante de Michaelis. C'est l'affinité, c'est l'association entre l'enzyme et son substrat. Mais elle ne rend pas compte sur l'axe catalytique, elle ne rend pas compte sur la vitesse à laquelle l'axe catalytique se déroule. Et ça, c'est très important. Parce que vous avez en quelque sorte
de la réaction enzymatique deux phases. Vous avez la phase de la fixation du substrat sur son enzyme, voilà, pour avoir le complexe enzyme-substrat, et vous avez le processus catalytique lui-même qui va transformer le substrat en produit, et là, c'est en quelque sorte la catalyse elle-même. Donc, ces deux tronçons de la globalité de la réaction enzymatique peuvent être évalués par de l'eau. Le premier tronçon est évalué par la constante de Michaelis, d'accord, c'est l'affinité via laquelle le substrat se fixe sur l'enzyme, et l'axe catalytique est évalué par la constante de vitesse catalytique, c'est le K2, voilà, c'est le K2, d'accord, c'est la constante de vitesse du processus catalytique. Donc, parfois, vous pouvez avoir des enzymes qui ont une très grande affinité pour leur substrat, mais l'axe catalytique est lent. Donc, la constante de vitesse catalytique est lente. Parfois, vous pouvez trouver des enzymes qui ont une affinité faible par rapport au substrat. Je vous donne l'exemple de la catalase. La catalase est une enzyme qui est très connue. Je suppose que peut-être vous la connaissez. C'est elle qui transfère au principe qui assiste la dissociation du peroxyde d'hydrogène en molécules d'eau et en molécules d'oxygène. La catalase, elle a une affinité relativement faible, mais l'axe catalytique est très rapide. Il est d'ordre de 10 puissance moins 7. Donc, vous allez comprendre que pour caractériser une enzyme, l'un des paramètres ne suffit pas. L'affinité ne suffit pas et la constante de vitesse catalytique ne suffit pas. Donc, il fallait trouver une constante pour qu'on puisse intégrer les deux. Et c'est la constante de spécificité. La constante de spécificité, comme vous pouvez le constater sur votre diaporama, c'est la constante de vitesse catalytique divisée par le Km. Et c'est une constante, en principe, c'est elle qui reflète la réelle efficacité catalytique d'une enzyme. Donc, l'efficacité catalytique d'une enzyme est en quelque sorte évaluée par la constante de spécificité qui est le rapport de la constante de vitesse catalytique sur la constante de Michaelis. Généralement, elle est très élevée. Ça, bien sûr, si l'enzyme a une efficacité importante, voilà, comme la catalase. Parfois, elle est limitée, mais la seule limite, voilà, pour la constante de spécificité, ça va être tout simplement la vitesse de diffusion des macromolécules ou de solubilité des macromolécules. Donc, généralement, voilà, elle peut atteindre 10 puissance 8 jusqu'à 10 puissance 9. Elle peut aller vraiment être très, très élevée. Et là, regardez, ici, ce que je vous montre, c'est encore l'unité. Pour moi, c'est très, très important que l'unité, c'est seconde moins 1, minute moins 1, parce que la constante de vitesse catalytique a la dimension de seconde moins 1, et la constante de Michaelis, c'est des molaires moins 1, c'est-à-dire tout simplement en principe, c'est des molaires, pas des molaires moins 1, excusez-moi, ça veut dire c'est des moles par litre. D'accord? Donc, la dimension de la constante de spécificité, c'est seconde moins 1, molaire moins 1. Notez bien ça. Ce tableau-là vous communique, vous allez pouvoir avoir une idée. Regardez les constantes de vitesse catalytique. Ici, vous avez les constantes de Michaelis et là, vous allez avoir les constantes de spécificité. Voilà l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Regardez la catalase. Voilà, très forte activité catalytique, mais l'affinité, elle est voilà, relativement faible. Quand vous pouvez avoir le contraire, d'accord? Quand vous pouvez avoir, regardez, une constante de Michaelis très très faible, ça veut dire que c'est une affinité qui est très élevée, mais voilà, une modeste activité catalytique, voilà, par rapport à la catalase, voilà. Ça veut dire que ce n'est pas parce que l'affinité que possède l'enzyme pour son substrat est importante que la réaction va se faire vite. Voilà, la réaction va dépendre essentiellement de l'axe catalytique, d'accord? Et ça va dépendre de la constante de vitesse catalytique. Donc, normalement, les deux vont régir la vitesse de la réaction. C'est pour cela que nous passons à la vitesse ou à la constante de spécificité. Je vais fermer pour ne pas trop gêner les gens du laboratoire. Voilà, excusez-moi, j'ai fermé un peu la porte de mon bureau. C'est parce que les gens au laboratoire vont faire le tour avec nous.
C'est pour ça qu'on préfère souvent rester chez nous pour nos cours, pour ne pas déranger les autres. Donc là, c'est ça. Donc on passe à la vitesse initiale. La vitesse initiale, je ne vais pas prendre beaucoup de temps là-dessus parce que vous la connaissez bien. La vitesse initiale, c'est tout simplement la tangente à l'origine. C'est la vitesse qui va caractériser la réaction à tout son début, c'est-à-dire quand le substrat est en excès. Voilà, et c'est elle généralement qui va rendre compte de l'activité parce que, comme regardez ce que en principe, la fonction, c'est pas une fonction de saturation, mais là c'est une cinétique, d'accord? La cinétique que je vous présente ici, vous ne voyez pas la phase prestationnaire, donc généralement, on voit directement la phase stationnaire parce que je vous ai expliqué que la phase prestationnaire est très rapide. Et là, donc, généralement, c'est la phase stationnaire ici, et c'est là où on va prendre la vitesse initiale, et c'est là, via cette vitesse initiale, que nous allons approcher la réelle activité de notre enzyme, parce qu'on suppose que le substrat est en excès et il n'est pas, il sature. Mais faites très attention à cette chose-là, parce que les étudiants me disent toujours ça. Bon, le substrat ici est en excès, mais il peut ne pas être en large excès. C'est-à-dire, je peux avoir une vitesse initiale là, je peux avoir une vitesse initiale par la suite ici, je peux avoir une vitesse initiale là. Donc, pour être sûr que la vitesse maximale, il faut vraiment que le substrat soit en excès. Quand je vais passer à une concentration moins importante de substrat, ça va être la vitesse initiale et ça va être la vitesse maximale dans ces conditions de concentration en substrat. D'accord? Mais pas la vitesse maximale tout court. On va reprendre ça dans le TD parce que je sais que ça un peu gêne au début, ça amène une ambiguïté pour les étudiants. Mais si vous comprenez bien l'endossage, vous n'aurez aucun problème à réfléchir là-dessus. Voilà la représentation hyperbolique. Maintenant, nous avons compris que via la relevée de cette asymptote va pouvoir me donner la vitesse maximale. Et bien sûr, la vitesse maximale va me donner la vitesse maximale sur 2, via laquelle je peux, bien sûr, retrouver la concentration de substrat qui me confère cette vitesse maximale sur 2 et tirer des conclusions quant à la constante de Michaelis. Et vous savez bien que la relevée d'une asymptote n'est pas précise. D'accord? Donc, on ne peut pas se permettre, voilà, de décréter une vitesse maximale sur une relevée d'une asymptote. Vous le savez aussi bien que moi que ça ne va pas être une valeur précise. Et si la vitesse maximale n'est pas précise, automatiquement, la constante de Michaelis ne sera pas précise. Donc, on ne peut pas permettre ça. Pour cela, tout simplement, les biochimistes ont eu recours à des linéarisations de l'équation de Michaelis ou de la représentation de l'équation de Michaelis. Ce n'est pas du tout compliqué, la linéarisation. Il suffit tout simplement, voilà, de prendre l'inverse. Voilà, V, vous allez mettre 1 sur V. Voilà, ça va te donner Km plus C sur V max S. Et vous allez sortir rapidement, ça va vous donner le Km sur V max, facteur de 1 sur S, plus le 1 sur V max. Voilà, parce que pour l'autre, bien sûr, ça va être S sur V max sur S. Vous allez simplifier par S, et ça vous allez donner 1 sur V max. Ce genre de choses, c'est très simple. Vous pouvez le retrouver vous-même rapidement. Voilà. Donc là, vous avez déjà fait l'année dernière, je suppose, pour ceux qui ont fait l'enzymologie, la représentation de Lineweaver-Berg. C'est, malgré qu'il n'est pas la plus précise, c'est généralement la plus utilisée. D'accord? Donc l'équation de Lineweaver-Berg. Il suffit, je recommence sincèrement, je vous dis, parce que j'ai eu l'année dernière une revendication comme ça, que des étudiants m'ont dit qu'ils ne savaient pas faire cette représentation et que j'ai été trop vite là-dessus. C'est pas du tout compliqué. Donc, on va, le premier exercice du TD, c'est pour ceux qui n'ont pas fait l'enzymologie, et donc ils vont s'exercer présentation. Je sais que par la suite, vous n'aurez pas besoin maintenant. Il y a des logiciels qui représentent, vous le savez aussi bien que moi. Ce qu'il fait, c'est juste pour que, une fois pour toutes, vous comprenez comment ça fait, même si le logiciel va faire ça, même si vous partez en recherche et développement, ou
vous faites par la suite vos thèses, il n'y a pas de problème. Si vous tombez sur ça, vous pouvez quand même comprendre comment vous le faites. Voilà, parce que les logiciels ne sont pas toujours présents dans nos laboratoires. Et même si le logiciel est présent, il faut quand même comprendre le nom de ça, du logiciel. Donc, c'est quand ce que vous avez déjà fait, je suppose, à l'école primaire et au lycée. D'accord, vous allez avoir des valeurs de vitesse et des valeurs de concentration de substrat. Vous allez tout simplement les inverser. Voilà, prendre les 1 sur V avec les 1 sur S et vous allez le représenter sur un papier millimétré. Quand vous avez déjà fait ça, je suppose déjà au lycée. Donc, généralement, je ne reprends pas ça avec les étudiants, mais l'année dernière, on m'a obligé de ne pas refaire ça. J'ai trouvé que ça, c'est bizarre pour tracer une courbe, c'est relativement simple. Donc, je ne pensais pas qu'à notre niveau d'ingénieur, on doit apprendre à l'étudiant comment tracer une droite. C'est ce qu'il y a de plus. Voilà, c'est ça la droite. Donc, regardez, vous prenez les 1 sur V pour les différentes concentration de substrat, les 1 sur S, et automatiquement vous faites la représentation graphique. La représentation graphique, vous passez toujours par le nuage de poids. Vous allez le faire dans le TP, donc il faut quand même le maîtriser. Voilà. Donc vous allez regarder, passer par le nuage de poids et pas par le maximum de poids, parce que dans le TP, les étudiants essaient de passer par le maximum de poids, mais normalement, vous avez dû déjà peut-être commencer à faire ça avec une tête là où vous allez le faire, bien sûr. Il faut minimiser les écarts, tout simplement, parce que vous savez que quand on fait notre expérience, il y a des écarts types en haut et en bas. Voilà, donc il faut minimiser plutôt et passer par le nuage de poids que vous donne votre expérience. Et vous pouvez facilement relever le moins 1 sur Km ici, le 1 sur V max. La pente, vous savez bien, c'est la constante. Là, c'est la pente, c'est le Km sur V max. Voilà, la pente de votre... C'est une fonction affine Y est égale à AX plus B. D'accord? Et donc, le A, c'est la pente, c'est le Km sur V max. Et voilà, vous avez ici la pente de votre droite qui représente le Km sur la vitesse maximale. Je passe à la représentation du Diophragtie. C'est également une représentation très simple. Je vous mets ici la démonstration. Vous la retrouvez facilement vous-même. Ce n'est pas du tout compliqué. Je sais ici que j'ai pris une démonstration que j'ai relevée sur Internet pour me faciliter la tâche. D'accord? Mais vous pouvez le faire vous-même. Et c'est vraiment très, très simple. D'accord? Il suffit de prendre le Lineweaver-Berg et diviser les deux. Les égalités par la vitesse maximale et vous allez la sortir même plus simple que cette. Cela aussi n'est pas compliqué, vous avez le choix. Mais ça pour ceux qui sont vraiment curieux. D'accord? Pour Diophragtie, vous prenez l'équation de Lineweaver-Berg et vous divisez les deux égalités tout simplement par, ou vous multipliez. Vous faites, voilà, vous multipliez les deux égalités par la vitesse maximale. Vous allez sortir facilement l'équation de Diophragtie. Voilà, d'habitude, on l'a fait au tableau. Mais bon, c'est pas grave parce que c'est pas compliqué, sincèrement. Voilà, et normalement, l'équation de Diophragtie, elle vous représente V en fonction de V sur S. Regardez, au lieu de sortir 1 sur V en fonction de 1 sur S, je vais ressortir V en fonction de V sur S. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, la pente ici, ça nous donne la constante de Michaelis. Et la vitesse max, voilà. La vitesse maximale, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est ça. Donc, je peux avoir la vitesse maximale sur l'ordonnée à l'origine et la constante de Michaelis sur la pente, d'accord? Voilà. L'intersection, d'accord, ce qu'on appelle aussi l'abscisse à l'origine ici, de votre droite avec l'axe des abscisses, vous donne la vitesse maximale sur la constante de Michaelis ici. Vous pouvez le faire aussi très rapidement. Voilà. Parce que pour trouver ce point-là, il suffit de faire V égale à 0 et sortir le V sur S. Vous voyez? Ça va tout simplement vous donner, regardez, V sur S, ça va vous donner, vous ramenez V ici, ça va être V max sur Km. Il va y avoir le moins avec le moins là, ça va vous donner le V max sur Km. Ce sont des choses qui sont très très simples à développer. Je ne me fais pas de soucis pour que vous assimiliez ces choses-là. Là, excusez-moi. Et voilà, donc là, je passe à une autre représentation graphique. C'est pratiquement la plus précise, d'accord? C'est la représentation de Hans. Elle est beaucoup plus précise, voilà.
c'est exactement pour la démontrer. Vous faites, soit vous prenez l'équation de Lineweaver-Burke et vous, cette fois, vous multipliez les deux substrats par les deux égalités par S. Vous tombez tout de suite sur l'équation en principe de Hans. Vraiment, c'est pas compliqué. Voilà. Dans la démonstration que je vous présente ici, d'ailleurs, c'est pas aussi également compliqué. Regardez, c'est ça. Vous multipliez bien sûr le dénominateur par la vitesse, voilà, et vous essayez de sortir le S sur V. Voilà, regardez. Voilà Km plus SCV max S sur V0 sur V, S0 sur V, vous pouvez mettre tout simplement S sur V. Ça veut dire que le S sur V, regardez, vous divisez ici par Km, voilà, ça va vous donner 1 sur V max, voilà, S0, plus Km sur V max. Voilà, donc c'est pas du tout compliqué. Voilà, voilà, vous divisez par ici, là, et c'est très simple. Voilà, là, quand vous divisez, ça va vous faire 1 sur V max, S0. Donc là, 1 sur V max, ça va être la pente de votre courbe. L'ordonnée à l'origine, ça va être la constante de Michaelis sur la vitesse, le rapport constante de Michaelis sur la vitesse maximale. Voilà votre pente. Ici, vous allez avoir le Km sur V max. Et là, vous allez avoir le moins Km. Là aussi, vous pouvez le démontrer. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Il suffit de prendre, voilà, S sur V égale à 0. Voilà, parce que ce point-là, ce qui le caractérise, c'est que tout simplement l'ordonnée est nulle. Et c'est pour ça que ce point se retrouve ici. Donc, vous mettez S sur V égale à 0. Après, donc vous allez avoir la concentration de S est égale à 0,km. Voilà, c'est ça. L'origine, on va vous renseigner sur le moins sur Km. Et c'est une des représentations linéaires de l'équation de Michaelis-Menten, une des plus précises, carrément, représentation linéaire. Voilà. Donc, on a fini avec ces rappels. Je considère tout ça comme des rappels de l'équation de Michaelis avec la linéarisation qui est sous forme de révision. Et la première partie, c'est quand il y a un substrat et un site actif. Donc, c'est tout simplement une approximation simpliste, d'accord? Parce que vous savez bien qu'en réalité, c'est très rare que vous allez avoir un seul substrat. C'est très rare. Seule, par exemple, une réaction d'isomérisation va avoir un seul substrat et un seul produit. D'accord? Vous le savez aussi bien que moi. D'accord? Donc, nous commençons par l'équation de Michaelis et vous allez voir qu'elle va vous servir même pour des réactions plus compliquées, mais c'est pratiquement la base de l'enzymologie. Donc, vous avez un seul substrat, un seul actif et un seul produit. Et généralement, c'est un cas de figure qui est facilement traité. Maintenant, nous allons passer à un cas où il va y avoir un peu plus, tout simplement, de difficultés. Ce n'est pas tellement une difficulté, mais on va un peu traiter le cas d'enzymes ou généralement aussi, ça peut être une enzyme, soit ça peut être un récepteur membranaire. Ils sont très, très utilisés dans les récepteurs membranaires, où l'enzyme possède plutôt plusieurs sites actifs, d'accord, pour un seul substrat. Donc, un seul substrat, mais pas seulement un seul site actif, c'est plusieurs sites actifs. Donc, quand il y a plusieurs sites actifs, ça veut dire que je ne peux plus assimiler la concentration d'enzyme à la concentration de sites actifs. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Si j'ai 3 molécules d'enzyme avec une enzyme qui possède 3 sites actifs, chaque molécule enzymatique possède 3 sites actifs. Combien je vais avoir si je dans ma solution? Ben ça, c'est très simple. Si j'ai 3 molécules d'enzyme dans ma solution, combien je vais avoir de sites actifs? 9 sites actifs. Voilà, très bien. D'accord? Donc, la concentration de sites actifs, ici, n'est plus l'équivalent de ma concentration d'enzymes. La concentration de sites actifs ou le nombre de sites actifs, ça va être le nombre de molécules, voilà, le nombre, excusez-moi, de sites actifs par molécule. Voilà, c'est 3. Il a fait votre ami, il a fait 3 ici parce que j'ai dit qu'il y a 3 sites actifs par enzyme, multiplié par la concentration d'enzyme. Donc, si j'ai 3 molécules d'enzyme par millilitre, donc je vais avoir dans mon millilitre plutôt 9 sites actifs. Et donc là, je vais maintenant
nuancer tout simplement ma représentation graphique, le développement de mon équation, parce que je ne peux plus travailler par juste une concentration d'enzymes, mais plutôt par une concentration de sites actifs ou un nombre de sites actifs qui est égal au nombre de sites actifs par enzyme multiplié par la concentration d'enzymes. Voilà. Et dans ce genre de système enzymatique, je vais avoir à définir beaucoup de choses, d'accord? Parce que qui dit plusieurs sites actifs dit qu'il peut y avoir différents types de fonctionnement de sites actifs. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que les sites actifs ont tous la même affinité? Je n'en sais rien. Ils peuvent avoir des affinités différentes, d'accord? Je peux avoir plusieurs sites actifs pour le même substrat, et c'est très d'ailleurs récurrent dans les systèmes biologiques, d'accord? Pour une enzyme ou pour un récepteur membranaire qui va permettre la transduction d'un signal hormonal. Et donc, les différents sites actifs ne sont pas équivalents par rapport à la fixation de substrat. Donc, dans ce système, pour le biochimiste, il est confronté à deux choses. Il faut qu'il connaisse l'affinité, mais il faut qu'il sache est-ce que c'est une affinité ou plusieurs affinités. Si vous avez deux affinités différentes, le biochimiste doit déterminer la première affinité et la deuxième affinité. Encore faut-il que les sites actifs, voilà, ne coopèrent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sites actifs ne sont pas dépendants. Parce que quand nous avons des sites actifs dépendants, ce que vous avez peut-être pour ceux qui ont légèrement peut-être frôlé l'allostérie l'année dernière, c'est ce qu'on appelle des sites coopératifs ou des sites allostériques. Parfois, vous trouvez sur l'enzyme plusieurs sites actifs et ces sites actifs coopèrent entre eux. C'est-à-dire, quand la première molécule de substrat se fixe sur le premier site actif, il va y avoir un changement de conformation de la protéine dans le sens, d'accord, soit d'améliorer la fixation des autres substrats, soit dans le cas contraire, voilà, d'affaiblir l'affinité que possèdent les autres récepteurs pour les autres molécules de substrat. Donc là, c'est ce qu'on appelle des récepteurs coopératifs, c'est-à-dire qu'ils sont dépendants. Quand le substrat se fixe sur un substrat, sur un site actif, l'autre site actif peut changer de conformation. Et maintenant, le problème qui va se poser quand je vais avoir une enzyme avec plusieurs sites actifs, c'est encore une fois ça, c'est le troisième degré de complexité. Donc, il faut que je définisse le nombre de récepteurs pour cette enzyme. Il faut que je définisse est-ce que les sites sont dépendants ou indépendants, d'accord? Il faut que je définisse s'il y a plusieurs affinités, s'ils sont indépendants avec plusieurs affinités, il faut que je définisse l'affinité pour le premier site, à faible affinité, et l'affinité pour le second site. Et donc, pour cela, le système se complique un peu. Voilà. Pour cela, regardez, on va un peu, ce n'est pas du tout compliqué, on va vraiment tout simplement, donc je ne vais pas aller jusqu'au produit pour inclure également la possibilité des récepteurs membranaires. Là, c'est la réaction que vous connaissez, c'est la fixation d'un substrat sur un récepteur ou sur un site actif d'une enzyme. Donc là, vous pouvez mettre R, d'ailleurs, quand vous pouvez mettre L. Quand je mets L, ça veut dire que je parle d'un ligand. Qu'est-ce que c'est qu'un ligand? En attendant que vous me répondez, je vais appeler une des étudiantes. Selma. 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 Il y a là des comités de thèse là qu'on a signés. Donc, je te donne les comités de thèse. Voilà, ça c'est celui de Marie. Et ça c'est celui de Selma. C'est à toi. Là, je peux retrouver les autres études. Ça c'est celui de Selma et celui de Soukaina. Voilà, je vais leur passer parce que j'ai trop peur qu'ils partent avant que je finisse mon cours. Ça fait d'accord. Allez-y, j'attends toujours une réponse. Madame. C'est juste, j'ai profité maintenant du petit moment. Oui, vas-y, vas-y. Le ligand, soit atome ou bien ion, ou bien c'est une molécule qui porte de la fonction chimique qui lui permet de s'associer à d'autres atomes centraux ou bien des ions centraux. Laissez amitié, je ne t'ai pas suivi. Est-ce que tu peux recommencer ta définition? Déjà, qui c'est qui parle? Qui c'est qui parle? Halima Al-Amel. Halima Al-Amel. Oui, vas-y, Halima.
soit Oui, tu atomes vois ou une bien seconde ions, d'ailleurs. Oui. qui portent des fonctions chimiques qui lui permettent de se lier à un ou plusieurs atomes. Et on peut dire que c'est un corps chimique ayant une liaison spécifique avec une enzyme. Voilà, très bien, très bien. C'est très bien, Halima. D'ailleurs, je l'ai dit au début du cours, je voulais juste vérifier, est-ce que vous avez tout simplement mémorisé ça ou c'est parti, d'accord? Donc, je vous ai dit que je vais parler du ligand. Dans les premières définitions d'enzymologie, c'est introduit le ligand. Donc, je vous ai expliqué que le ligand, c'est tout simplement une molécule qui se fixe spécifiquement sur l'enzyme. Un ligand par rapport à une enzyme, c'est une molécule qui se fixe spécifiquement par rapport à une spécifiquement, c'est-à-dire elle va avoir au sein de la protéine enzymatique un site spécifique qui l'accueille. C'est pas une fixation par adsorption ou autre, c'est-à-dire une fixation qui n'est pas spécifique, c'est une fixation spécifique. Donc le ligand peut être un activateur de l'enzyme, peut être un inhibiteur de l'enzyme, il peut être le propre substrat de l'enzyme, d'accord? Donc, et c'est pour ça, donc on peut ici écrire à la place du substrat, on peut mettre le ligand. Généralement, d'ailleurs, dans la réaction, dans le SCATCHARD, on met le ligand. Moi, je l'ai changé tout simplement par le substrat. C'est pour vous laisser le plus proche possible de la réaction enzyme-substrat. Donc là, regardez, là, c'est la réaction d'équilibre. Je ne vais pas, à partir au produit, je vous ai expliqué pour rester dans les récepteurs. Vous savez que les récepteurs membranaires ne donnent pas de produit. Il y a une fixation d'un ligand spécial et par la suite, il va y avoir la transduction de signal pour la cellule pour bien sûr activer des tronçons métaboliques ou les inhiber ou autres. Hein. D'accord? Donc, je vais rester juste dans le premier tronçon de la réaction, c'est-à-dire la formation du complexe ES et sa dissociation. Vous savez bien maintenant, quand on est au tableau, j'attends que vous me dictiez. Ben maintenant, vous avez ça devant vous. C'est la seule différence que nous avons. Parce que souvent, je sollicite les étudiants à faire avec moi ces démonstrations. Voilà. Donc là, vous allez avoir K1RS. Voilà. Ça, c'est la vitesse, toujours la constante de vitesse, le produit de la constante de vitesse avec les concentrations des réactifs. Voilà. Et là, le retour, encore une fois, là, c'est une réaction d'ordre 2 et là, ça va être une réaction d'ordre 1. Là, regardez, le retour, c'est encore la constante de vitesse de réaction-retour multipliée par le substrat de la réaction-retour qui est le complexe ES ou le complexe RS. D'accord? Voilà. Donc, la constante, une constante d'association, je viens maintenant de changer ça parce que sur votre diaporama, je vous ai mis la constante de dissociation, exactement la même chose. C'est juste comme je ne suis pas au tableau, je me suis dit pour que ça soit plus simple pour vous la compréhension, je passe directement à ça. Quand nous sommes au tableau, c'est vrai, d'habitude, je passe par la constante de dissociation avant. Mais là, c'est juste pour nous simplifier la tâche, pour que vous puissiez me suivre facilement. Donc, une constante d'association, voilà. Vous savez bien, là aussi, je reprends ça avec vous. Une constante d'association, c'est la constante de vitesse d'association sur la constante de vitesse de dissociation. Parce que les étudiants, parfois, oublient ces choses-là. Ce sont des bases de la chimie. Et la constante de dissociation, c'est le contraire. La constante de dissociation, c'est le rapport de la constante de dissociation sur la constante d'association. Mais la constante d'association, c'est l'inverse de la constante de dissociation. Donc, ça, c'est très simple. Donc, vous pouvez jongler avec les deux quand vous voulez, écrire ce que vous voulez. Vous allez tomber à partir ou arriver au même résultat. Donc, une constante d'association, c'est toujours le substrat associé, le complexe associé sur le complexe dissocié. D'accord? C'est RS sur RS. D'accord? Vous suivez? Voilà. C'est RS sur le constante dissocié. Voilà. Donc, si vous vous rappelez pourquoi je vous mets ça, c'est un peu la même démonstration que nous avons fait avec Michaelis-Menten. Si vous vous rappelez, nous sommes passés par la constante de Michaelis, d'accord, qui est ES sur ES. Et qu'est-ce que nous avons fait pour démontrer la constante de Michaelis? Nous avons remplacé la concentration d'enzyme par la concentration de ES. Vous me suivez? Vous me suivez? Oui, madame. Oui, madame. Nous avons remplacé la concentration de l'enzyme libre, si vous vous rappelez, par la concentration de l'enzyme libre, voilà,
Voilà, je l'écris, regardez, j'ai le réflexe d'écrire parce que j'ai bien écrit en parlant. Nous l'avons remplacé par la concentration d'enzyme totale, auquel nous avons retranché la concentration de ES, si vous vous rappelez bien. Et c'est comme ça, rappelez-vous, nous avons marqué le KM CES sur ES, voilà, le ES dissocié sur le ES associé. Et pour démontrer l'équation de Michaelis-Menten, j'ai remplacé la concentration d'enzyme libre, parce que c'est difficile de l'approcher, la concentration de l'enzyme libre, par la concentration de l'enzyme totale, auquel nous avions retranché la concentration de ES, tout simplement du complexe ES. Maintenant, comment vous pouvez regarder, c'est la même chose, je vais avoir le même problème ici, parce que je vais ici avoir la concentration du complexe associé, la concentration de substrat, je la connais, celle-là, je vais vous montrer comment je vais l'approcher, mais l'inconnu pour moi, ça va être la concentration, voilà, de l'enzyme ou du récepteur libre. Comment je vais approcher la concentration du récepteur libre? Ça va être la concentration des récepteurs totaux, moins la concentration des récepteurs associés. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, madame. Très bien, voilà, c'est ça. Regardez. Mais maintenant, je vous ai déjà préparé à ça, parce que la concentration, voilà, des récepteurs, ça ne va pas être exactement la concentration de l'enzyme, parce qu'une molécule d'enzyme possède un récepteur. Donc, la concentration totale ou le nombre total de récepteurs, c'est petit n multiplié par la concentration totale d'enzyme. C'est la seule différence par rapport à Michaelis-Menten. Alors maintenant, ici, regardez, pour remplacer la concentration des récepteurs libres, vous suivez mon curseur, je vais la remplacer par la concentration des récepteurs totaux qui est le nombre de récepteurs multiplié par la concentration d'enzyme, voilà NE. Ok, je vais retrancher les récepteurs liés, tout simplement. Et c'est comme ça que je vais avoir les récepteurs libres. Les récepteurs libres vont être les récepteurs totaux moins les récepteurs liés. C'est la seule chose que je vais changer par rapport à Michaelis-Menten. Ce qui change, c'est tout simplement ce NE. Et donc, regardez, maintenant, je reviens. Et là, je vais trouver que RS sur S, regardez, c'est très simple. RS sur S, voilà, c'est ça, RS sur S, ça va être égal à KA. C'est tout simplement, je multiplie, je prends celle-là. Ça, c'est un rapport. RS divisé par ça. D'accord? Dans mon égalité, qu'est-ce que je fais? Je vais multiplier le KA par NE sur RS et je vais laisser RS sur S. C'est très simple. Donc, je vais avoir RS sur S est égal à KA-NE, voilà, moins KA-RS. Et ça va être la représentation de Scatchard, je vais la faire. Vous pouvez encore développer l'équation de Scatchard pour la rendre comme Michaelis, mais moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je vous l'ai mis pour ceux qui sont curieux, mais sinon, je vais m'arrêter là. C'est-à-dire, RS sur S est égal à KA-NE moins KA-RS. Sur cette équation-là, qu'est-ce que je peux tirer? Si je représente, parce que celle-là, c'est une linéarisation directe, parce que c'est une fonction affine, regardez, y est égal à ax plus b, la pente pour moi, c'est moins ka, d'accord, x c'est rs, et tout simplement, mes ordonnées, c'est rs sur s. Donc, je vais représenter rs sur s par rapport à rs, tout simplement. Regardez, qu'est-ce que ça va donner? Ici, voilà, il représente RL sur L, voilà, ligand, tout simplement. Ça, c'est une figure que j'ai prise d'Internet. Donc, RL sur L, c'est le ligand. Au lieu de mettre le substrat et mettre le ligand, c'est exactement la même chose. Je représente RL sur L en fonction de RL, tout simplement. Et donc, comme je vous ai expliqué, mes diaporamas sont très grandes. C'est pour ça, quand on passe en diaporama, parfois vous ne voyez pas le bas. Presque, ici arrêté le diaporama. Vous voyez aussi bien comme ça? Pas de problème? Vous préférez l'autre? Oui, madame. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a d'ailleurs parfois on peut ne pas passer le diaporama parce que là aussi ça alourdit le système. Mais bon, c'est juste là où vous ne voyez pas le bas. Donc regardez, donc je recommence
Voilà, je vais la mettre en rouge, comme ça vous la voyez bien, et en gras. Voilà, regardez. Là, c'est Y que je représente sur l'axe des ordonnées. Sur l'axe des abscisses, RS. Automatiquement, la pente, ça va être KA. Et l'ordonnée, voilà, à l'origine, va être KANE, tout simplement. Voilà. Donc là, vous allez avoir une représentation comme ça. Regardez. Voilà, l'ordonnée à l'origine, c'est KANE. Et NE, regardez, pourquoi ici, ils vous mettent récepteur total? Nous avons KANE. NE, ça, on peut remplacer NE par quoi? Allez-y. Le nombre de récepteurs totaux. Très bien, parce que NE, c'est le nombre de récepteurs, petit n, c'est le nombre de récepteurs par molécule enzymatique, et le E, c'est la concentration des molécules enzymatiques. Donc, quand je multiplie N par E, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est le 9 que qui c'est qui me répond, qui m'a répondu? Là, c'est la seconde fois. Vous êtes qui? C'est NS. C'est NS, voilà. Voilà, donc NS, voilà. Donc NS a raison parce que tout simplement le nombre, petit n, c'est le nombre de récepteurs par molécule et E, c'est le nombre de molécules, d'accord? Quand je multiplie petit n par E, ça va me donner le nombre total de récepteurs. Et donc, vous pouvez marquer également le nombre de récepteurs total. Donc, l'ordonnée à l'origine, ça va être la constante d'association multipliée par le nombre de récepteurs totaux. Ici, l'abscisse à l'origine, encore mieux, regardez, c'est ça. Qui dit abscisse à l'origine dit quoi? Dit RS sur S égale à 0, d'accord? Donc, qui dit RS sur S égale à 0, va dire tout simplement, je vais avoir KNE est égal à KARS. D'accord? Ça veut dire que RS va être égal à quoi? Oui, allez, développez un peu. Je vais susciter. KA sur moins N fois Voilà, E. vous allez avoir ça est égal à ça, tout simplement. Ça est égal à ça. Vous mettez là égal. Donc, vous allez avoir tout simplement RS, ça va être KANE sur KA. On simplifie par KA et donc l'ordonnée à l'origine va être NE. Voilà, NE, c'est tout simplement le nombre de récepteurs totaux. Voilà. Donc, tout simplement, traçons l'équation de Scatchard, voilà. Vous allez tout simplement pouvoir tirer tout ce que vous voulez. Vous allez tirer des conclusions comptables le nombre de récepteurs que vous avez, vous connaissez la constante d'association, c'est-à-dire l'affinité que possèdent les récepteurs ou le substrat pour ces récepteurs. Mais, je vous ai dit la dernière fois qu'il y a différents degrés de complexité. Ça, c'est valable, regardez, si vous avez des sites indépendants. Indépendants, ça veut dire qu'ils ne sont pas coopératifs, et ils ont la même affinité. Ça, c'est le cas le plus simple de Scatchard. Quand vous avez ce cas-là, ce n'est pas du tout compliqué. J'ai tout trouvé. Voilà. J'ai le nombre de récepteurs, je peux le connaître, je connais la constante d'association. Et si j'ai cette droite comme ça, je pourrais dire, sans problème, les récepteurs sont indépendants et ont la même affinité. Donc là, j'ai tiré des conclusions. Voilà. Par contre, regardez, si les récepteurs ont des affinités différentes, je ne vais plus avoir une droite comme ça. Vous comprenez? Pourquoi? Tout simplement, je vais la remonter comme ça, d'ailleurs, même pour mon diaporama, vous allez la voir. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas plus y avoir la même affinité. D'accord? Donc, il va y avoir deux affinités différentes. Et donc, on ne va pas avoir la même pente dans cette droite. Regardez, je vais avoir quelque chose qui est comme ça. Je vais avoir tout simplement, forme curviligne. Voilà. Top, je vais avoir quelque chose comme ça. Dès que je fais mon tracé, d'accord, là, c'est bon sur free. D'accord, c'est-à-dire RS, c'est exactement la même chose ici. Regardez, RS sur S. Donc là, c'est le substrat lié. Ici, en bas, c'est le substrat libre. D'accord? Voilà. Là,
quand on vous dit bond sur free, c'est tout simplement le substrat lié sur le substrat libre, c'est exactement la même chose. Et là, c'est le substrat lié. Voilà. Vous allez avoir une courbe comme ça. Dès que vous faites votre chart, vous allez avoir une courbe curvilinéaire. Et là, ça veut dire que vous êtes devant des sites qui sont indépendants, mais avec des affinités différentes. Les affinités sont là. La première affinité, elle est là, c'est-à-dire la constante d'affinité ou la constante d'association. La première constante d'association, elle est là. Et la deuxième constante d'association, elle est là. Donc, vous relevez ici la constante d'association, c'est-à-dire, ça va être l'affinité pour les récepteurs qui sont hautement affines, d'accord, avec une affinité élevée. Faites attention, je parle affinité élevée parce que là, c'est la constante d'association, ce n'est pas le KD, ce n'est pas le KM. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'inversement proportionnel, mais c'est directement. Donc ici, la constante d'association vous révèle directement le degré d'affinité que possède l'enzyme pour son substrat. Donc là, ce sont les sites hautement affines et là, ce sont les sites qui présentent une affinité basse. Voilà. Et donc là, c'est le cas, voilà, des sites indépendants avec différentes affinités. Maintenant, si vous avez des affinités, des sites qui sont dépendants, ça veut dire que ce sont des sites qui sont coopératifs. Ça veut dire que cette fois, au fur et à mesure que le substrat se fixe, vous allez avoir un changement d'affinité. C'est maintenant différent. Vous allez avoir une courbe qui est comme ça. Voilà. C'est complètement, ici, c'est complètement différent. D'accord? Parce que quand vous avez une courbe, voilà, qui change d'allure comme ça, au fur et à mesure que la fixation est là, vous allez avoir l'affinité, tout simplement l'association ou le degré d'association qui change. Là, vous pouvez dire directement, ce sont des sites qui sont coopératifs. Ce sont des sites qui sont dépendants, d'accord? Soit dépendants, soit coopératifs, d'accord? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que le substrat se fixe, il va y avoir un changement de la conformation protéine dans le sens de changer complètement, voilà, la constante d'association, c'est-à-dire ou la valeur de la constante d'association. Ça va être des changements, un système enzymatique qui est coopératif ou dépendant. Les enzymes allostériques, généralement, répondent comme ça. Voilà. Et là, nous allons voir quand on va traiter l'allostérie. Dès que vous avez ça, vous pouvez tirer des conclusions quant au site coopératif et vous pouvez passer au traitement des enzymes allostériques que nous allons voir par la suite. Donc, là, le Scatchard ou là, le développement de l'équation de Scatchard, notez-le bien, vous permet, déjà il s'adresse à des enzymes qui présentent plusieurs sites actifs pour le même substrat. D'accord? Donc le Scatchard, je vais l'appliquer là. Mais parfois, je vais l'appliquer quand je ne connais pas. D'accord? Et il va me donner tout simplement, parfois ça peut être une enzyme à un seul substrat. Quand je vais le faire, il va me donner ici, le nombre de sites totaux va être égal à 1. Je vais dire c'est une enzyme à un seul substrat. Si j'ai plus, je vais dire que c'est une enzyme à plusieurs substrats. D'accord? Donc, le Scatchard me renseigne d'abord sur, bien sûr, le nombre de sites actifs que possède l'enzyme pour ces ligands ou ces substrats. Ça, on peut le faire même avec l'inhibiteur, avec l'activateur. C'est pour ça qu'on généralise au ligand. D'accord? Il va me renseigner sur l'affinité que possède l'enzyme pour, ou ces récepteurs pour les ligands qui correspondants. Il va me renseigner sur le fonctionnement de ces sites actifs. Est-ce qu'ils sont dépendants ou indépendants? D'accord? Et il va me renseigner également, voilà, sur le fonctionnement quant aux différentes affinités. Est-ce qu'ils fonctionnent avec la même affinité, voilà, ou avec des affinités différentes? Voilà. Donc, vous avez toutes ces possibilités-là. Voilà, quand on va approcher l'équation de Scatchard. Donc, vous voyez, c'est une équation qui est très intéressante dans le sens où elle rend compte de plusieurs caractéristiques du système enzymatique auquel on s'adresse. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez me demander. J'attendais une réponse comme ça. Vous allez me dire, madame, quand on représente l'équation de Micheli, c'est simple, parce que normalement, c'est un produit qu'on dose. Mais là, c'est une fixation, parce que ça peut être des récepteurs et je n'ai pas
Comment je vais approcher le récepteur lié, la concentration du récepteur lié n'est pas si évident que ça. Normalement, c'est la question que j'attendais de vous, comment je vais pouvoir l'approcher, parce que je vous ai expliqué pour le suivi d'une cinétique enzymatique qu'on peut suivre la réaction, soit ça par la disparition du substrat, soit par l'apparition du produit. Ça, c'est relativement simple. Il suffit de trouver donc une propriété, soit spectrale, soit tout simplement, excusez-moi, le substrat, je peux tout simplement le marquer par un radioisotope ou par un anticorps, où je peux suivre tout simplement la variabilité sur RMN, où il va y avoir peut-être la particularité d'un changement de pouvoir rotatoire, où le produit peut générer ou tout simplement absorber des protons, et donc le pH va changer. Je peux suivre par pH métrie. J'ai plusieurs moyens de suivre le substrat et le produit, c'est-à-dire leur variabilité, leur variation, ou la variation de leur concentration au sein de la solution dans laquelle je suis ma réaction. Par contre, approcher un complexe, c'est difficile. D'accord? Généralement, c'est difficile. Donc, vous avez plusieurs moyens de l'approcher. Je vous ai mis ça ici. Donc, soit vous avez une protéine membranaire, et quand la protéine est membranaire, ça veut dire tout simplement qu'elle n'est pas soluble. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, c'est exactement comme je vais faire si je veux récolter mon enzyme. Là, quand on m'avait posé la question, comment on va faire quand on va produire les enzymes sur un micro-organisme. C'est ce que j'avais expliqué, c'est la même chose. D'accord? Donc, je vais centrifuger, voilà. Et bien sûr, ma protéine membranaire, je vais la récolter au niveau du culot. Et tout simplement, le reste, je vais le trouver au niveau du surnageant. Soit je vais filtrer et ma protéine enzymatique va rester au niveau du filtre. D'accord? Là, c'est également une possibilité. Et le substrat va rester soit au niveau du surnageant, soit au niveau du filtre. Voilà. Et là, je vais pouvoir tout simplement travailler et faire mon équation de Scatchard. Si par contre, c'est une protéine qui est soluble, c'est très simple. Je vais faire une chromatographie, voilà, sur d'exclusion. Je vous ai marqué ici un tamis moléculaire où je vais effectuer une dialyse à l'équilibre. Hein. Donc, la dialyse à l'équilibre, je vais vous expliquer ce que c'est. D'accord? Donc, soit je vais filtrer, voilà, soit je vais, généralement, c'est la dialyse à l'équilibre quand tout simplement, j'ai des petites, en principe, j'ai des protéines solubles. C'est très simple, ce n'est pas du tout compliqué. Par contre, vous avez également, là, je vais peut-être utiliser s'il y a des caractéristiques de substrat au niveau des caractéristiques, en fait, des propriétés, par exemple, spectrales, fluorescentes qui caractérisent mon substrat ou mon produit, je peux également opter pour ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand l'environnement de mon substrat ou de mon ligand change, d'accord, sa fluorescence ou son absorbance vont changer. C'est généralement le cas. On a parlé de la fluorescence, on a parlé de l'absorbance, si vous vous rappelez. Donc, l'absorbance, c'est quand un substrat a des propriétés qui absorbent tout simplement dans des zones spécifiques, d'accord? Là, la fluorescence, c'est la même chose que l'absorbance, sauf tout simplement que là, quand une molécule est dotée de pouvoir d'absorbance, généralement, c'est une molécule qui présente des hétérocycles, bien sûr, avec des substituts nucléophiles et donc une énergie de résonance également importante. La molécule va absorber une quantité de lumière, va passer bien sûr à un état excité, comme vous le savez. Le retour à l'état de base, c'est-à-dire initial, à l'état désexcité, va s'accompagner d'une libération d'énergie sous forme de lumière fluorescente. Donc, il y a beaucoup de molécules. Le NADA, c'est cette propriété. Le FADA, cette propriété. Et donc, là, ça va changer si cette propriété va changer ou la quantité de lumière fluorescente ou absorbée peut changer si le substrat ou le ligand est lié au niveau du site récepteur de la protéine enzymatique ou s'il est libre.
Et donc, je peux tout simplement pouvoir suivre, dépendamment bien sûr de la quantité de la lumière émise sous forme de fluorescence ou de la lumière absorbée, je vais pouvoir quantifier le substrat libre et le substrat libre. Donc, vous avez ces trois possibilités. Je vais vous expliquer la dialyse à l'équilibre. Dans le TD, l'exercice que je vous donne dans le TD va porter là-dessus. Donc, tout à l'heure, pour gagner le temps, je vous ai schématisé ça sur ma tablette. Donc, regardez, voilà, je vais prendre une enceinte. Là, c'est un boyau de dialyse. D'accord? Là, c'est ce qu'on appelle la dialyse à l'équilibre. Donc, là, c'est la dialyse à l'équilibre. C'est un boyau de dialyse. Et qu'est-ce que c'est qu'un boyau de dialyse? Donc, je prends tout simplement une membrane. Cette membrane, elle va être, ça vous pouvez le marquer, d'accord? Parce que c'est vrai que j'aurais dû peut-être trouver un diaporama. Je ne pensais pas qu'on va vraiment faire le distanciel, où c'est écrit, mais vous pouvez l'écrire vous-même. C'est pas du tout compliqué. Donc, regardez, là, la membrane de dialyse, normalement, elle va être, c'est une membrane avec une porosité définie, dans le sens où il va pouvoir me laisser passer ou transiter le substrat sans que, tout simplement, une molécule d'un haut poids moléculaire peut la traverser. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est une membrane qui va être perméable aux petites molécules, mais imperméable aux grosses molécules comme ma protéine enzymatique. Voilà. Alors, je vais avoir ici un compartiment A et je vais avoir ici un compartiment B. D'accord? Dans le compartiment A, je vais mettre mon enzyme. Dans le compartiment B, je vais mettre les molécules de mon substrat. Voilà, elles sont là. Donc, au temps T0, je vais avoir une concentration au niveau du milieu B de substrat. Il y a 0 concentration dans le milieu A, mais il y a plutôt une concentration enzymatique. À savoir que le substrat peut transiter, l'enzyme ne peut pas transiter. Donc, je place mon système comme ça et j'attends l'équilibre. À l'équilibre, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, la loi de l'équilibre veut qu'il y ait autant de molécules de substrat, voilà, à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est tout à fait normal. Mais les molécules de substrat qui rentrent et qui se fixent sur l'enzyme vont être prises par la macromolécule, ne sont plus comptées dans l'équilibre. Après, ça devient un ES, donc il n'est plus compté dans l'équilibre. S'il va compter dans l'équilibre, c'est juste les substrats libres. Alors, à l'équilibre, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des molécules qui vont se fixer sur l'enzyme. Voilà, donc ça ne rentre plus dans l'équilibre du substrat. Et on va, à la fin, récolter un équilibre, bien sûr, entre le compartiment A et le compartiment B, du substrat libre. Voilà, il y a autant de molécules libres de substrat à l'intérieur que de molécules de substrat libre à l'extérieur. Voilà. J'ai la possibilité, voilà, parce que le substrat, j'ai marqué en rouge, d'accord, je l'ai marqué en rouge, ça veut dire tout simplement que je peux le marquer. Je peux le marquer, par exemple, par un radioisotope ou par une fluorescence, d'accord. Par exemple, je peux mettre ici, voilà, une fluorescence ici. Je ne sais pas, je vais la mettre jaune ou, voilà, voilà. Voilà, là, je peux, voilà, mettre une fluorescence, voilà. Ça veut dire quoi? Qu'à l'équilibre, ce que je peux faire, je vais vous dire ce que je peux faire. Et c'est à vous de me dire comment je vais trouver la concentration, voilà, du substrat libre et complexe. Là, ça va être une molécule marquée. 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 Là également, voilà. Alors, ce que je peux vous donner, c'est la concentration, parce que via le marquage, si c'est un radioisotope, c'est très simple. Je vais vraiment mettre dans une solution, je vais mettre dans la contre-scintillation. Si c'est une fluorescence, je peux également la détecter. Je peux vous donner la quantité de molécules fluorescentes là, et je peux vous donner la quantité de molécules fluorescentes ici. C'est-à-dire, ce que je peux vous donner, je vous le marque ici, voilà. Ce que je peux vous donner, le résultat que je peux vous donner, c'est je peux connaître le S dans A, la concentration dans A, je peux la connaître. La concentration de S dans B, je peux la connaître.
Ça, il n'y a pas de problème. Les deux concentrations, je peux les connaître. Parce qu'en mesurant la fluorescence là, je peux dire qu'il y a 4 molécules là. En mesurant la fluorescence ici, je peux vous dire qu'il y a 2 molécules là. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tout ça. Parce que ce qui m'intéresse, c'est ce compartiment où il y a la rencontre de l'enzyme par le substrat. Moi, ce qui ne m'intéresse pas de les connaître tous. Moi, ce que je veux, c'est que je veux connaître ceux qui sont liés. Qu'est-ce que vous me proposez? Ernest? Qu'est-ce que vous me proposez? Je vais vous faire réfléchir un tout petit peu. Je connais la concentration. Oui? Madame, on peut ajouter des réactifs qui peuvent... Non. Je n'ajoute rien comme réactif. D'accord? J'ai déjà la fluorescence. Je connais, et faites attention, il faut que je sorte de ma gomme. Je connais le nombre de molécules de substrat dans A. Voilà. Parce que, tout simplement, elles sont fluorescentes. Voilà. Je connais le nombre de molécules dans B. C'est tout ce que je peux vous donner. Et, point d'interrogation, vous devez être capable de me trouver combien de molécules de substrats sont fixées sur l'enzyme, c'est-à-dire la concentration de ES au sein de ce compartiment qui m'intéresse. Vous allez comprendre que ce compartiment, je l'ai fait que pour m'aider, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est ça. C'est la rencontre de l'enzyme avec son substrat. Celui-là, il va juste m'aider. Alors, qu'est-ce que vous me proposez? Allez. Petite réflexion, ce n'est pas du tout compliqué. La concentration du substrat dans A, c'est quoi? La concentration du substrat dans A, c'est quoi exactement? La concentration totale moins la concentration dans B. Il y a quelqu'un qui m'a donné la réponse ici? C'est qui a parlé? C'est moi, madame. Oui, vous êtes qui? Siham. Comment? Siham. Siham? Oui. Ah, tu sais, c'est la première fois que tu parles, Siham. Voilà, il n'y a aucune... voilà, Siham. Si. J'ai déjà une fois sur ton nom. Donc, c'est mademoiselle Aït le frère. D'accord? Oui. Alors, tu m'as dit c'est le S dans A, moi le S dans B. C'est ça? C'est le S. C'est le S, oui. Vas-y, je t'entends. C'est le S total, moins le S dans B. S total, moins le S dans B. Mais le S total, c'est quoi? C'est tout ça? C'est le S total, c'est le S dans A et dans B? Non, c'est le S dans B. Le S total, c'est le S dans B. Le S total, c'est le S dans B. D'accord, non, c'est pas ça. Je croyais que le résultat est bon, tu t'es rapproché, maintenant, c'est pas ça. Regardez, voilà, je vais vous faire réfléchir. Allez, donc, dans A, la concentration totale dans A, c'est égal à quoi? Et qu'est-ce qu'elle m'exprime? Elle m'exprime la concentration du complexe ES plus la concentration du S libre. Vous êtes d'accord avec moi tous? Oui, c'est ça. Le S dans A moins le S dans B. Voilà, très simple. Qui c'est qui a dit le S dans A moins le S dans B? C'est Iman, madame. Iman c'est Iman. Voilà, c'est très... voilà, Iman Aitidaout. Oui, je te vois. Donc là, c'est très simple. Parce que au niveau de ce compartiment, vous avez la concentration totale dans A, c'est la concentration du substrat lié à l'enzyme, plus la concentration du substrat libre. Donc, c'est beaucoup pour moi. Moi, ce que je veux, c'est cette concentration totale. Je veux enlever la concentration du substrat libre parce que moi, je n'ai besoin que de la concentration du substrat lié. Et cette concentration du substrat libre, je ne peux pas l'approcher, mais je peux l'approcher dans P parce que la concentration libre dans A, c'est égal à la concentration libre dans P. C'est la même chose. Donc, si je mets ici S dans A moins S dans B, j'ai résolu mon équation sans aucun problème. D'accord? C'est S et pas Z. Excusez-moi, je suis toujours en gomme. Voilà. Voilà.
Donc, S dans A me donne la totalité. Si j'enlève le S dans B qui est libre et qui est le même, je vais trouver la concentration du substrat tout simplement liée. Elle me permet, je vais pouvoir approcher la concentration du substrat lié en tout simplement retranchant la concentration du substrat libre du compartiment extérieur à la concentration du substrat total dans le compartiment intérieur. Et c'est comme ça que je vais pouvoir tout simplement tracer ma courbe et arriver à détecter, je vais pouvoir tracer cette courbe-là. Est-ce que c'est clair pour tous? Il faut que ça soit clair parce que vous avez un exercice de TD qui porte là-dessus, d'accord? Il faut bien comprendre, je vais vous donner bien sûr deux compartiments et c'est à vous de me trouver la concentration du substrat lié sur le récepteur ou lié à l'enzyme pour que vous puissiez faire vous-même votre tracé et me tirer des conclusions quant au fonctionnement du système enzymatique que je vais vous proposer et quant à la constante d'affinité et le nombre de sites récepteurs dessus, sur la protéine enzymatique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Non? Oui? Oui, madame. De toute façon, vous avez l'enregistrement, vous avez mon tracé, vous avez tout. Donc, si c'est pas clair, vous pouvez. C'est vrai, c'est l'intérêt de l'enregistrement, sincèrement. Donc là, vous pouvez le réécouter. Donc, vous allez pouvoir comprendre. Si vous avez encore des problèmes à assimiler ça, on peut le reprendre dans les idées. Il n'y a aucun problème. Mais normalement, si vous me réécoutez, c'est pas si compliqué que ça. Je crois pas que vous allez buter là-dessus. Voilà. Donc, avec ça, nous avons fini le SCAD-chart. Donc, le SCAD-chart, grosso modo, donc je vous le rappelle, bon, pour ne pas faire la redondance, globalement, c'est une équation, c'est le moyen via lequel nous pouvons approcher et caractériser des systèmes enzymatiques qui possèdent plusieurs sites actifs, d'accord, sur la même molécule enzymatique et pour le même substrat. C'est la conclusion. Et donc, via la représentation de l'équation de SCAD-chart, nous pouvons approcher le nombre de sites récepteurs. D'accord, nous pouvons approcher la constante ou les constantes d'affinité au cas où les sites présentent plusieurs affinités. Nous pouvons tirer des conclusions quant au mode de fonctionnement de ce système enzymatique pour savoir est-ce que c'est un fonctionnement qui est coopératif ou c'est un fonctionnement qui est tout simplement indépendant. Voilà. Il nous reste 5 minutes, on peut commencer le pH. La température, ce n'est pas compliqué parce que là, c'est ce que vous avez déjà fait l'an dernier. D'accord? Donc, on a ça, on peut le rappeler encore une fois. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Vous n'êtes pas sans le savoir, vous avez déjà fait ça. Vous savez bien que déjà de par ce que vous avez en biochimie structurale, à notre stade, ce sont les propriétés catalytiques, mais à notre stade maintenant, vous êtes bien mûr pour percevoir, vous avez bien sûr assez de prérequis et d'éléments pour comprendre que le processus catalytique est intimement lié à la structure tertiaire de votre protéine enzymatique. Maintenant, c'est clair. Et que, d'accord, des conditions physico-chimiques qui peuvent perturber la structure tridimensionnelle de votre protéine enzymatique vont toucher directement le processus catalytique. Déjà, de par cette propriété qu'ont les protéines, c'est-à-dire leur structure tertiaire, voire quaternaire, dépendent intimement des conditions physico-chimiques, c'est-à-dire pH, température, voilà, vous pouvez dire qu'une enzyme va être, ou l'activité d'une enzyme va être quasi dépendante, bien sûr, du pH et de la température et autre chose, bien sûr, fonctionnelle, etc. Donc, c'est évident, c'est vraiment évident. Maintenant, je veux juste savoir, voilà, parce que j'ai noté déjà la structure tridimensionnelle. La structure tridimensionnelle peut être affectée par une variation drastique de pH, mais pas drastique, d'accord? Parce que vraiment parfois, quand on se décale juste à 2 unités du pH optimum, vous pouvez perdre sérieusement, voilà, votre activité enzymatique.
D'accord? Donc, déjà, la structure de l'enzyme est dépendante du pH. Donc, si je parle à des pH quand même qui sont extrêmes, je peux dénaturer mon enzyme et l'activité catalytique n'est plus préservée. D'accord? Secondo, voilà, vous avez la propriété catalytique elle-même. Et la propriété catalytique elle-même, elle inclut 3 acteurs. À chaque fois que quand vous voyez ou vous pensez à une réaction enzymatique, vous voyez 3 acteurs. Les 3 acteurs sont l'enzyme, excusez-moi, 2 acteurs, l'enzyme et son substrat. D'accord? L'enzyme et son substrat. Troisième acteur, généralement quand j'inclus dans le pH, c'est plutôt la structure. D'accord? Mais bon, vous avez les 2 acteurs, c'est l'enzyme et le substrat. Donc l'enzyme et le substrat. Nous sommes d'accord. Vous avez 2 choses. Vous avez l'orientation, c'est-à-dire la fixation du substrat sur l'enzyme, c'est l'étape 1. D'accord? Vous avez la structure de l'enzyme qui préserve le site actif. Ça, c'est pratiquement carrément l'étape 1. L'étape 1, c'est pratiquement un site actif bien configuré pour recevoir tout simplement le substrat. Après, vous savez qu'au niveau du site actif, il y a un site d'orientation. Ce site d'orientation, il possède des acides aminés qui sont destinés à la reconnaissance du substrat. Ils doivent être sous une forme ionisée quelconque pour reconnaître le substrat. Cette forme ionisée est intimement dépendante, bien sûr, du pH. Si ce sont des acides aminés, si vous êtes dans un pH acide, vous savez bien que vous allez protoner, voilà, la fonction carboxylique de vos acides aminés, les fonctions aminées des acides aminés, d'accord? Donc, vous allez faire paraître une charge positive sur les fonctions aminées, une charge qui va disparaître sur la fonction carboxylique. Si vous êtes dans un pH plutôt alcalin, d'accord? Là, c'est le contraire, d'accord? Vous allez plutôt faire disparaître la charge positive au niveau des groupements aminés et la faire apparaître au niveau des fonctions carboxyliques, d'accord? Et toutes ces fonctions-là, bien sûr, leur degré de protonation est dépendant du pKa, d'accord, de ces acides aminés, donc qui font partie, bien sûr, des radicaux de vos acides aminés. Et ça veut dire quoi? Que si, pour fixer son substrat, j'ai besoin d'une forme protonée quelconque au niveau du site actif de l'enzyme, quand je change le pH, je vais complètement perturber le degré de protonation, voilà, de ces acides aminés, et donc par la suite, je ne vais pas reconnaître complètement mon substrat. Donc ça, c'est la reconnaissance, au niveau de la reconnaissance. Après la reconnaissance, vous avez la catalyse. Et la catalyse, nous avons fait tous la catalyse, par exemple. Pensez à, qu'est-ce que nous avons fait comme système enzymatique? Nous avons traité le lysozyme, si vous vous rappelez. Et le lysozyme, si vous vous rappelez, il y a 2 acides aminés diacides qui appartiennent au site actif. Donc, vous devez avoir le glutamate 35 qui doit être protoné, parce qu'il va céder un proton, si vous vous rappelez bien, à la liaison positive. Et vous devez avoir l'acide aspartique qui doit être déprotoné. Ça, c'est important. Ça veut dire que, en principe, pour les avoir, bon, je vais revenir à ça. Donc là, le degré de protonation du glutamate 35 est important pour le processus, car le glutamate 35, c'est lui d'ailleurs qui va initier, c'est lui qui va céder par une catalyse, bien sûr, basique, acide, excusez-moi, qui va céder le proton. Donc le glutamate 35 doit être protoné. Donc je dois être, pour favoriser cette protonation, je dois être au-dessous du pKa, au-dessous de pKa du glutamate 35. D'accord? Après l'aspartate, c'est le contraire, il doit être déprotoné. Ce que s'il doit être déprotoné, parce que vous savez bien, c'est lui qui par une attaque, je ne sais pas si je me rappelle, l'aspartate 52, je crois qu'il exerce une attaque, j'essaie de mémoriser oui, c'est une attaque nucléophile qu'il exerce sur le carbocation, si vous vous rappelez bien du cycle. Voilà, je commence à avoir une mémoire qui se perturbe. Donc, je me rappelle aspartate 52, c'est lui qui va finir la réaction parce qu'il va attaquer par une attaque nucléophile par son anion carboxylate
au niveau du carbone en position 1, c'est le carbocation qui a été généré quand il va y avoir la lyse ou l'hydrolyse de la liaison osidique. Donc, j'ai besoin que l'aspartate soit plutôt déprotonée. Donc, je dois être dans un pH qui doit être, si vous vous rappelez bien, voilà, au-dessus cette fois du pKa de l'acide aspartique. Et c'est pour ça que vous avez généralement des courbes en cloche. Parce que vous avez deux fonctions qui doivent réagir. Et bon, les deux fonctions, normalement, donc je ne dois pas être ni complètement acide, ni complètement basique, généralement. Donc, généralement, vous pouvez trouver des systèmes enzymatiques quand vraiment le pH optimal pour les deux ou les trois intervenants devrait être alcalin ou devrait être acide. Vous pouvez avoir une courbe simple, mais généralement, ce sont des courbes en cloche parce que c'est tout simplement, vous allez trouver l'optimum. Je vous explique ça ici. Je ne sais pas, vous allez lire ces diaporamas. Ça va dire un peu ce que nous avons déjà raconté, parce que moi, ce que je veux vous préciser, c'est que le degré d'ionisation ou de protonation est nécessaire aussi bien pour la fixation du substrat au niveau du site d'orientation qu'au niveau du processus catalytique, parce que via les exemples que j'ai donnés, par exemple du lysozyme, vous voyez que les deux doivent être sous un degré de protonation quelconque pour qu'ils soient tout simplement de manière optimale pour qu'ils puissent initier le processus catalytique ou le finir. Ici, je vous représente ça, c'est juste pour vous montrer la courbe en cloche. Regardez, c'est au moins NH+, d'accord? Donc, si j'ai besoin ici que les deux groupements soient ionisés, je suis obligée de travailler ici, dans cette zone de pH-là. Voilà, et c'est cette zone de pH, c'est ce qu'on appelle le pH optimal. Donc là, c'est le pH optimal, il est 7. 7, oui. Et la zone de pH optimal, c'est celle-là. Voilà. Après, je vous explique que finalement, ça va changer. Il y a des enzymes qui travaillent essentiellement à des pH acides, comme la pepsine, parce que au niveau gastrique, le pH est voisin de 2. Il y a des enzymes qui travaillent plutôt à des pH basiques, comme la trypsine, parce que la trypsine, c'est une enzyme de digestion, donc elle va se retrouver au niveau du grêle, au niveau de l'intestin, où le pH est plutôt alcalin. L'amylase, voilà, l'amylase, qui travaille, voilà, là c'est un pH relativement neutre. L'amylase, elle peut être complètement, regardez, voilà, si vous mangez du pain avec du jus de citron ou avec du jus d'orange, c'est pas bon pour vous. Parce que vous voyez, ici l'amylase a un pH de 4, elle a une activité 0. Bon, arrivons au niveau intestinal, à la limite, il n'y a pas de problème. Nous avons des amylases au niveau de la bouche. D'accord? Et des amylases au niveau de la bouche, ils préparent déjà l'amidon pour sa digestion au niveau de la bouche. D'accord? Et donc, au niveau de la bouche, si vous avalez le pain plein d'amidon avec un acide, vous bloquez tout simplement votre amylase. Voilà. Là, c'est pour vous montrer quand même qu'il y a des pH optimaux pour les activités enzymatiques. Et c'est comme ça que le pH, tout simplement, agit. Voilà. Ici, je vous retenir 3 minutes de plus, juste pour finir le pH. La prochaine fois, on commence à température. Ça, c'est différent. Faites très attention à ça, regardez. Donc là, c'est plutôt, je travaille sur la dénaturation. Je vais faire ça avec vous dans le TP, parce que je veux que vous fassiez la différence entre un pH optimal de réaction, d'accord, et un pH vraiment de dénaturation, comme la température optimale de réaction et la température de dénaturation. Dans le TP, je vais faire les deux cas avec vous. On va travailler avec la température pour que vous fassiez cette différence. Parce que la dernière fois, j'avais assisté justement à un exposé d'une étudiante et c'est vraiment, elle est en train de parler voilà, de la température optimale de la réaction et elle pense que c'est pratiquement la température, la meilleure température pratiquement parce que c'est dans une application biotechnologique et j'étais choquée parce qu'elle trouve l'enzyme elle est bien résistante à une température très élevée parce que tout simplement au niveau de sa réaction, la réaction se déroulait à 50 ou à 60 degrés, mais il faut faire très très attention. Il y a une différence entre la température et le pH de dénaturation et la température et le pH optimal de la réaction.
Quand on a envie de voir l'action du pH sur la dénaturation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pré-incuber pendant une durée de temps, par exemple à 24 heures, à un pH donné. D'accord? Et par la suite, je ramène au pH normal et je fais ma réaction enzymatique. Ou je vais pré-incuber à une température donnée pendant une durée de temps importante. Et je ramène aux conditions normales de ma réaction et je suis cette fois ma réaction. D'accord? Regardez là, par exemple, quand j'ai pré-incubé à 3 degrés, regardez, j'ai pré-incubé à 3 degrés, il n'y a pas de problème, la réaction se déroule très bien. D'accord? Quand j'ai pré-incubé à 6 degrés ou à 9 degrés, regardez, j'ai dénaturé mon enzyme. Là, je peux dire que c'est ça, c'est le pH dénaturant qui a tout simplement touché ma réaction enzymatique. Voilà, ça, c'est la dénaturation. Voilà. Donc, vous faites attention entre la température et pH dénaturant et la température et pH optimale pour le processus catalytique. C'est pour ça que je vous mets ça. Je vais reprendre ça avec vous dans le TP pour que par la suite, si vous voulez tester une enzyme pour une application biotechnologique, par exemple, vous cherchez une enzyme pour l'appliquer dans des détergents, d'accord? Là, vous devez voir sa résistance à la température. C'est très, très important. Et vous devez faire de manière différente la température de dénaturation et la température de l'activité enzymatique avant de tirer des conclusions quant à la possibilité d'utiliser cette enzyme comme application dans un détergent comme une lipase ou une autre, par exemple, une protéase ou une amylase, etc. Voilà, ça c'est très important. Donc, j'espère que vous avez le message du pH passé. J'ai à peu près plus de temps, je suppose, par rapport à ce que vous avez vu dans le doc, parce que c'est très, très important que vous voyez comment le pH agit exactement et l'importance donc, de préserver ce pH optimal pour un fonctionnement enzymatique optimal. Voilà. Donc, je m'arrête là et donc on va continuer le lundi, Inch'Allah. Donc, jusqu'à un nouvel ordre, donc le lundi,